l'Afrique, bonsoir le Cameroun, bienvenue sur Canal 7 Harmonie pour une nouvelle édition de Repensons l'Afrique. Repensons l'Afrique, c'est cette émission d'analyse, de débat, de commentaires sur les faits de société et d'actualité politique qui minent notre société, qui minent le Cameroun tout entier. Ce soir, sans plus tarder, nous allons rentrer de plein pied dans les sujets qui nous concernent, qui concernent le Cameroun. Nous allons essayer de faire un tour, d'abord un léger tour de l'actualité qui a miné l'ensemble du territoire national durant la semaine qui s'est écoulée. Repensons l'Afrique, c'est d'abord avec nos deux experts que nous n'allons pas tarder à présenter. Il s'agit ici à ma droite de M. Ella Lionel, qui est un analyste politique et qui s'occupe principalement des questions de politique et de relations internationales entre le Cameroun et les autres États. Et nous avons aussi ici M. Alphonse Ochamzo, qui est coordonnateur de Blessed for Africa, Blessed Action for Africa, qui est une ONG qui pose les problèmes de l'Afrique, qui pose les problèmes de la jeunesse africaine, qui veut mettre en avant le potentiel africain auprès de tous ceux qui sont intéressés par l'Afrique, qui sont intéressés par les questions de culture africaine, de politique, de société. Monsieur Ella Lionel, bonsoir. Bonsoir Denis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Repensons l'Afrique, histoire d'édifier les téléspectateurs, histoire d'édifier la jeunesse camerounaise, histoire d'édifier la jeunesse africaine. Bien, Repensons l'Afrique, c'est aussi avec M. Ochamzo. Bonsoir M. Alphonse Ochamzo. Bonsoir M. Lundo, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'émission Repensons l'Afrique. Bien, nous disons donc un bonsoir spécial à M. Chacha Lamour qui nous a transporté joyeusement et qui nous a demandé de lui faire une dédicace pour qu'il puisse être reconnu. Notamment, c'est l'un des animateurs d'un groupe Facebook, Mort de rire. Ceci est une dédicace spéciale à M. Chacha Lamour. Bien, l'actualité au Cameroun, c'était quand même la semaine dernière qui s'est écoulée avec quelque chose d'assez scandaleux, quelque chose d'assez stupéfiant. Un décès le jour de la remise des bulletins des vacances de Pâques d'un enfant au lycée de Deido qui s'est retrouvé à la morgue de l'hôpital de district et dont l'intervention des experts en médecine a laissé beaucoup de Camerounais songeurs sur la qualité des soins médicaux attribués à ceux-là qui sont des victimes des accidents ou encore de toute autre forme de problèmes de santé ou bien de problèmes d'évacuation sanitaire ou bien de prise d'urgence. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette situation qui s'est posée vendredi dernier dans la ville de Douala, monsieur Lagounet? Bon, la situation en elle-même déjà dégage deux problématiques. Il se dégage du drame de Deido, plus particulièrement du lycée bilingue de Deido. Déjà la question de la sécurité dans nos enceintes scolaires. Déjà celle de la sécurité et puis celle de la prise en charge dans nos instances hospitalières. Bon, déjà pour le premier facteur, l'éducation au Cameroun reste un domaine assez perplexe, pour ne pas dire un serpent de mer, parce que des lois généralement sur l'éducation sont prises, mais leur implémentation sur le terrain reste assez floue. Donc, ce qui fait que concernant les lois sur l'éducation, je pense que nous faisons face à ce que les juristes appelleraient peut-être un vide institutionnel dans le domaine de la sécurité de nos enceintes scolaires. Alors, de la problématique se dégagent donc des questions secondaires. Comment est-ce qu'un enfant qui, dirait-on, a été exclu, se retrouverait dans l'enceinte d'un établissement où il est censé ne plus avoir, auquel il est censé ne plus avoir accès. Deuxième question. Bien que nous connaissions l'atmosphère assez rugueuse de la ville de Douala, comment est-ce qu'un jeune de cette trempe-là peut se retrouver dans une enceinte scolaire muni d'une arme blanche au point de terroriser toute une tranche de ses camarades? C'est quand même aberrant. Alors, l'on se demande, lorsqu'on parle de loi sur l'éducation, est-ce que la sécurité dans les enceintes éducatives ne devrait-elle pas faire partie des problématiques qui sont censées préoccuper les élus? Bon, l'autre pan de cette histoire-là, c'est l'incident au niveau de l'hôpital du district de Deido. Le ministre de la Santé, je crois, a pris des mesures répressives à l'encontre de trois employés de cet établissement. Est-ce que cette information est vérifiée, monsieur? Oui, elle est vérifiée parce qu'elle a été relayée par des organes de presse écrite dignes de foi.
je pense, par lesquels j'ai consulté les organes de presse ce matin, et cette information a été relayée déjà par 3 ou 4. Mais ne doit-on pas aussi sanctionner ceux des journalistes qui ont pénétré la structure hospitalière avec une caméra de télévision, qui ont filmé un des couillous, qui ont filmé la détresse des parents, mais quand nous savons bien que le droit à l'image est quelque chose d'assez conséquent, mais qui est rarement respecté au Cameroun, pourquoi est-ce qu'on va sanctionner des infirmières qui cherchaient à immortaliser une scène aussi dramatique et non pas sanctionner la chaîne de télé qui a participé à ce buzz, qui a fait une diffusion pratiquement en direct de ce drame, de l'arrivée d'un corps, de la réanimation de corps, et même maintenant des infirmières. Voyez-vous, mon cher Denis, au-delà même de la problématique du droit à l'image, la question qui se pose même nous fait rentrer dans la problématique même des mœurs. Parce que pour une histoire de taux d'audimat qu'on voudrait faire monter, on voudrait faire monter abusivement, l'on se retrouve à faire dans le sensationnel, pour ne pas dire de la télévision à l'américaine. Renseignez-vous sur les programmes télévisés aux États-Unis, vous tomberez sur un show appelé Jerry Springer, où des histoires de couples se règlent en direct. On a des bagarres ensanglantées. Ce sont des mises en scène. Bon, il s'agissait effectivement de la détresse. Non, effectivement, effectivement, quand je parle de la télévision américaine, vous avez de la mise en scène, mais vous avez parfois des émissions dites de télé-réalité où la misère des gens est exploitée. Quand je parle de misère, je parle de misère émotionnelle, je parle de misère matérielle. Alors on se retrouve pratiquement dans le même scénario. Nous avons un jeune qui se fait poignarder, mais la chaîne de Douala, la ville de Douala, pilulant de médias, c'est-à-dire se retrouve dans une situation où on est dans un scénario de concurrence agressive entre les médias. Et ce qui se passe, c'est que nous nous retrouvons dans un scénario où toute télévision voudrait maintenant faire dans le sensationnel. Alors parler de droit à l'image dans ce contexte-là, eh ben, je crois que c'est un euphémisme. Bien, sans plus tarder, nous allons rentrer de plein pied dans les deux thématiques qui nous concernent. Nous allons discuter ce soir des enjeux du processus de décentralisation. Comme nous le savons tous, le Cameroun est en train d'aller dans la régionalisation avec des conseillers régionaux, avec une élection qui continue de prêter un peu à confusion. Les hommes politiques ne réussissent pas encore à se saisir de la question de la régionalisation. Ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit quand on sait que le texte de loi a déjà été envoyé à l'Assemblée nationale et que ces derniers n'ont pas pris la pleine mesure de ce que c'est que le processus de décentralisation, notamment par la régionalisation. Cette régionalisation-là qui pose surtout le problème de l'électorat de ces futurs conseillers régionaux qui seront là à la tête de nos différentes régions. Comment est-ce que le processus de décentralisation va s'opérer au Cameroun? Qu'est-ce que les partis politiques d'opposition sont en train de faire pour peut-être contrer cette, je ne veux pas dire cette nouvelle ruse du pouvoir en place, mais je dirais plutôt ce nouveau texte de loi qui est fixé par la présidente de la République et qui voudrait désormais établir les régions à travers notamment les conseillers municipaux qui sont ceux-là qui vont élire ces conseillers régionaux. Nous allons revenir sur ce sujet qui est un sujet d'actualité après cette courte transition.
D'abord, essayer de faire une petite mise au point pour que tous nos téléspectateurs comprennent ce que c'est que la régionalisation et ce que sera notre pays d'ici un an. Parce que le Cameroun est en mutation, les institutions sont en train d'être installées, les institutions sont mises en place et cela va procéder à ce changement, peut-être lent, mais un changement certain de ce qui est le visage sociopolitique et institutionnel du Cameroun. Les enjeux du processus de la décentralisation, nous allons commencer par M. Alphonse Ochamzok. Qu'est-ce que la décentralisation, qu'est-ce que la régionalisation pour précisément édifier nos téléspectateurs à ce sujet? Ok, bon, une fois de plus, bonsoir à tous les téléspectateurs de Repensons l'Afrique. Ce soir, nous parlons de la décentralisation. Dans la gestion d'un État unitaire, il y a plusieurs mécanismes qui sont convoqués. On peut gérer un État unitaire par la centralisation ou la décentralisation. Dans notre cas d'espèce, actuellement au Cameroun, l'État ou le gouvernement de la République opte passer à la décentralisation, à la mise effective de la décentralisation. Quels sont les enjeux de la décentralisation? Qu'est-ce que la décentralisation? Simplement dit, la décentralisation, c'est tout simplement un mécanisme par lequel le pouvoir central transfère à un certain nombre de collectivités territoriales décentralisées un certain nombre de pouvoirs, un certain nombre d'attributs, un certain nombre de fonctions qui permettent à la commune et à la région d'avoir une autonomie administrative et financière et d'organiser toutes les responsabilités administratives au niveau de la périphérie. Le souci ici, c'est quoi? Le souci, c'est désengorger le pouvoir central et permettre la participation des élus locaux et permettre la participation de la base dans les affaires, dans la gestion des affaires locales. Dans la plupart des cas, le bas peuple ou le peuple, les populations des périphéries se sont souvent plaints qu'on les impose les décisions qui proviennent du centre, que j'appelle la capitale. Alors, dans le but donc de bien améliorer les conditions de vie des populations locales, l'État décide donc à un moment donné de transférer un certain nombre de pouvoirs aux élus locaux. Dans le cadre de la décentralisation, selon la loi 2004 au Cameroun, nous avons la région et la commune qui sont les collectivités territoriales décentralisées. Simplement dit, quand on parle de décentralisation au Cameroun, on va créer les régions qui n'existent pas encore. Les communes sont déjà là. Donc la commune et la région vont devenir les vecteurs du développement à la base. La commune et la région vont se charger maintenant d'assurer le développement économique, le développement social, le développement sanitaire, culturel et sportif de chaque localité. Brièvement brossé, c'est ça la décentralisation. Ok, lorsque nous avons pris le pouls, la température de ce que c'est que la régionalisation, la décentralisation par la régionalisation, nous allons maintenant venir à monsieur Ella Lionel. La décentralisation, quel est l'apport de la décentralisation par la régionalisation aux populations des différentes régions du Cameroun? Y aura-t-il un découpage, un nouveau découpage, ou alors allons-nous tout simplement aller à cet État camerounais qui est déjà régionalisé en 10 territoires? Quel est l'impact que la régionalisation pourra avoir sur les populations dans notre pays? Bon, bah déjà, très bonne question, hein, mon cher Denis. Parler de l'impact de la régionalisation sur le développement local, si je peux m'exprimer ainsi, consisterait d'abord pour nous à faire un flashback, un retour sur les fondements normatifs de cette régionalisation-là. On ne va pas faire un cours d'histoire institutionnelle camerounaise ici, mais il serait déjà nécessaire de préciser le fait que cette régionalisation-là, ou ce processus de décentralisation-là, dans lequel est imbriqué le Cameroun, a été établi par déjà la tripartite de 93, auquel avaient pris part l'État, la société civile et je crois les partis politiques. Alors, après la tripartite, nous nous retrouvons avec la Constitution de 96 qui fait du Cameroun un État unitaire décentralisé. Alors, avec la nouvelle loi ou alors avec tout le dispositif normatif ou institutionnel qui arrive, que peut-on espérer? Bon, vous demandez, est-ce que nous allons retomber dans un nouveau découpage? Je dis non. Parce que déjà, lors de la tripartite, nous savions que nous allions vers un processus de décentralisation, mais s'il faille avoir eu
un nouveau découpage, je crois que le projet aurait été introduit à ce moment-là. Alors, parler de régionalisation ne consiste pas à remettre en cause les régions établies, mais plutôt la traduction, je peux dire, concrète de ce transfert de compétences qui doit avoir lieu lorsqu'on parle de décentralisation. Parce que s'il faut définir la décentralisation, comme l'a si brillamment fait mon confrère Alphonse, je pense que la problématique principale est autour du transfert de compétences. Alors, pour moi, la question qui devrait... Sur le transfert de compétences, est-ce qu'on pourra percevoir un réel impact sur les populations? Avant même d'arriver sur les populations, étant déjà un accro politique publique, je pense que nous devrons faire une approche du haut vers le bas. Avant même d'arriver aux populations, est-ce que la cohabitation entre le pouvoir central et les élus locaux va continuer à se faire? Je crois que, et si elle se fera, dans quelles conditions? Moi, je pense que c'est les problématiques principales à soulever. Parce que, est-ce que nous serons dans un scénario où nous avons d'un côté le conseil régional et le gouverneur? Je voudrais d'abord qu'on puisse percevoir l'impact. Est-ce que les populations ont ressenti cela dans le... Les populations sont censées le ressentir. Parce que si déjà nous nous tenons aux bribes de décentralisation que nous avons eues jusqu'ici à travers le fonctionnement quotidien des communes, si déjà certaines localités ont eu souvent un semblant de changement grâce à leurs élus locaux communaux, je pense que nous sommes censés évoluer dans une sorte de continuité au niveau régional, c'est-à-dire, mais juste que ce processus au suffrage indirect risque de faire défaut parce que rentrons dans les bases de la démocratie. S'il faut dire vrai, le citoyen ne s'exprime que lorsque nous sommes dans la posture d'un suffrage, je peux dire direct. Mais lorsque je délègue ma voix à quelqu'un qui va choisir, déjà, M. Elie Milobé avait déploré cela lors d'un passage sur une chaîne concurrente que je ne veux pas citer, où justement il parlait des élections, je crois que c'était au niveau de la députation, mais où on se retrouvait dans des scénarios où, justement, c'est-à-dire des voix s'achètent. C'est-à-dire les intérêts ne se jouent plus au niveau du citoyen lambda. Les intérêts commencent à se jouer au niveau d'une certaine élite politique. Et je crois que c'est le scénario qui risque de plomber les intérêts des populations lorsqu'on parlera d'élections régionales. Oui, je vais embrayer aussi sur l'impact là. Okay, disons, oui, allez-y, monsieur. Ouais, pour ajouter de l'eau au moulin de Lionel est là, il y aura un impact réel qui sera ressenti par les populations. Au niveau de que ce soit au niveau de la région ou que ce soit au niveau de la commune, qui sont nos deux collectivités territoriales décentralisées dans le cadre de la décentralisation. Premièrement, au niveau de la région, il y aura un conseil régional. Au niveau de la commune, on aura toujours le même conseil municipal, mais seulement ces conseils seront des conseils qui vont délibérer sur un certain nombre de choses. Ces conseils vont délibérer maintenant sur toutes les questions de développement de la localité. Premièrement au niveau régional, et puis deuxièmement au niveau de chaque commune, chaque conseil aura à dire quelque chose sur ce dont la localité a besoin pour son développement économique, pour son développement culturel, pour son développement sportif, sanitaire et autres. Et puis, au niveau... Que je voudrais poser rapidement, c'est est-ce que les différents conseillers régionaux qui seront élus présentent un programme politique bien précis? Ça, on ne peut pas encore le dire, puisqu'actuellement, nous sommes dans le contexte camerounais, on parle de l'accélération du processus de la décentralisation. Et accélérer le processus de l'effectivité de la décentralisation au Cameroun revient en réalité définir les modalités d'élection de tous ces conseillers régionaux, mettre en place le conseil régional et tout ce que cela va comporter. Mais s'il faut passer donc par la régionalisation pour accélérer le processus de développement des communes ou bien des entités territoriales décentralisées, comment est-ce que les différents électeurs pourront choisir, sur quelle base choisiront-ils les différents conseillers régionaux? Il y a un certain nombre de mécanismes, il y a des conseils municipaux qui vont choisir et puis à partir de là, à partir des communes, les élections vont commencer au niveau communal. Du niveau communal, on va finir au niveau régional. Et au niveau régional, on aura des conseillers régionaux. Avec des conseillers régionaux sortira donc un président régional. Donc ce sera tout un exécutif régional
et un autre exécutif communal. Et les gouverneurs des régions, à quoi serviront-ils? Les gouverneurs des régions seront tout simplement ce que la loi de 2004 appelle la tutelle, serviront des tutelles. N'oublions pas l'unicité de l'État. Le Cameroun restera toujours un État décentralisé, un État unitaire décentralisé. Tout en mettant en œuvre la décentralisation, il y a le caractère de la primauté de l'État qui sera toujours là. Il y a le caractère de supervision. Donc, les gouverneurs au niveau de la région, le gouverneur aura maintenant pour rôle de surveiller la conformité de l'action de l'exécutif régional à la loi. Si le gouverneur se rend compte dans le cadre de la décentralisation que ce que fait le président régional et son exécutif ne cadre pas ou ne s'inscrit pas dans l'ordonnancement de la Constitution, il a plein pouvoir d'arrêter ou d'annuler cet acte-là. Au niveau maintenant de la commune, le préfet aura plein pouvoir de veiller en sorte que ce que fera le maire et son exécutif communal s'inscrivent dans l'ordonnancement de la Constitution. Mais là, est-ce que je vais à monsieur là, est-ce que là on ne se marche pas un peu sur les pieds entre la région, entre le gouverneur de région, entre les maires, bref, est-ce que tous ces justement, pour embrouiller les différents citoyens, justement, ils veulent simplement avoir en fait comment je peux dire, leur niveau de vie, s'améliorer. Justement, mon cher Denis, vous embrayez donc sur la problématique que j'ai soulevée, selon vous, un peu précocement. Mais vous voyez que moi, j'avais déjà anticipé sur ce fait-là. Parce que dans ce bric-à-brac institutionnel, c'est-à-dire, le citoyen, lui, il veut juste être représenté. Je prendrais peut-être l'analogie avec le système de représentation à l'américaine, où vous avez un gouverneur, vous avez un sénateur, mais tous, en fait, trouvent des moyens de se rapprocher de la population par le suffrage. Mais dans ce processus camerounais, qui est initié par la loi de 2004 que vous venez de mentionner, mais l'on se retrouve dans un scénario où, en fait, le citoyen est le dernier, c'est-à-dire le dernier des... C'est la base, on ne peut pas dire que c'est le dernier, mais parce que, bon, maintenant, les conseillers municipaux se retrouvent en train d'être des super électeurs, ce qu'on appelle aux États-Unis. Les grands électeurs. Et vous comprenez donc l'analogie et que je ne fais que faire avec le système à l'américaine, parce que, justement, c'est dans ce scénario-là qu'on se retrouve un peu, mais... l'on risque de se retrouver dans un amalgame institutionnel. Effectivement, il y aura un enchevêtrement. Parce que le gouverneur ou le président régional, c'est là l'élu du peuple. Quelqu'un qui aura reçu le suffrage d'une grande frange de la population. Le maire aussi. Donc, il va donc se poser une question entre celui qui a été élu. Qui a le plus de légitimité pour et le gouverneur, le citoyen, qui doit pouvoir, qui a la primeur. Et ça va se poser tôt ou tard. C'est ça. Mais à partir de cette observation-là, si on regarde bien ce qui se passe en ce moment au Cameroun, les maires et les députés, bon, nous dirons que leur mandat s'est achevé et qu'il a été prorogé. Comment est-ce qu'on peut faire une régionalisation avec des électeurs qui, somme toute, quand même, ont un mandat qui est caduc? Quel est le sens de la légitimité donc, de ces institutions régionales qu'on est en train de mettre en place? Bon, Denis, pour vous répondre... le Cameroun, c'est le Cameroun. D'accord. Oui, c'est la bonne réponse. Bon, le Cameroun, nous, on peut comprendre, parce qu'il faudrait bien qu'on dise à nos téléspectateurs ce qu'il en est de notre pays pour qu'ils comprennent un peu où est-ce que vont les institutions qui les dirigent, qui les gouvernent. Quand on parle de processus de décentralisation, on voit aujourd'hui la régionalisation. Comment est-ce que les patrons des régions vont pouvoir effectivement impulser le processus de développement? Là, nous venons sur l'aspect économique de la régionalisation. Oui. Quelle sera la marge de manœuvre de chacun de ces nouveaux élus-là, de ces super élus qui sont votés, non pas par la base, mais plutôt par une espèce de conseil de sages qui décide à la place des populations de qui va conduire les politiques de développement au niveau de la région? Il faut souligner déjà d'entrée de jeu que les élus locaux des collectivités territoriales décentralisées auront une grande marge d'action. Avec la décentralisation ou la régionalisation, par exemple, il y a de nouveaux thèmes. Il y aura, par exemple, la coopération décentralisée qui va naître. On aura une diplomatie parallèle qui va naître. Par exemple, le maire de Yokadouma, s'il a des compétences, à cette période-là, pourra, par exemple, nouer des relations avec le maire de Shenyang ou le maire de New York, nouer des contrats, faire venir des investisseurs directement dans sa localité pour impulser le développement.
Le président, par exemple, de la région de l'Est ou de la région du Centre pourra aussi faire autant. Pourra, par exemple, aller en Chine ou bien aller en Russie à Sochi, négocier un partenariat avec le maire de Sochi ou le maire de Moscou, voir dans quelle mesure des investisseurs de Moscou ou de Sochi pourront venir au Cameroun, investir au Cameroun. Il y a premièrement ça, il y a l'appui même de l'État, parce que l'État aura toujours une mainmise. L'État sera le principal pourvoyeur des collectivités territoriales décentralisées. Les collectivités territoriales décentralisées recevront l'aide de l'État, mais elles auront aussi la possibilité de définir des stratégies de mobilisation des fonds pour soutenir leur politique de développement. Chaque responsable d'une collectivité territoriale décentralisée pourra faire la géopolitique de son territoire, recenser tous les éléments, les ressources naturelles qu'il a, pourra chercher des investisseurs qui peuvent venir lancer des industries dans sa localité, qui pourra créer du travail, qui pourra embaucher des gens, qui pourra apporter un transfert de technologies, renforcer les capacités des hommes, des femmes et des jeunes et recruter plusieurs personnes. Ça, ils auront cette possibilité. Il y a déjà eu des dotations communales qui ont été faites à certaines mairies. On a parlé de 100 millions de francs pour certaines mairies et on a vu les maires dire grandement merci au président de la République. Pourquoi est-ce que les maires continuent de dire merci au président de la République quand aujourd'hui ils ont une certaine autonomie financière et qu'eux-mêmes peuvent aller justement chercher les partenariats comme M. Otsamdo vient de le dire? Très bonne question, mon cher Denis. Le problème est que nous sommes dans un processus en cours de perfectionnement. Ce qui fait que s'il faut parler d'autofinancement déjà des mairies, nous ne pouvons pas encore parler de cela parce que les maires même ne sont pas outillés. Exactement. Les maires ne sont pas outillés pour ne pas faire... Si les maires ne sont pas outillés, pourquoi est-ce que désormais ces maires-là sont des élus, sont des électeurs? Ils vont élire des personnes qui sont au-dessus d'eux et à qui on donnera certainement encore de nouveaux budgets. Et comment est-ce que cela va se faire si les maires qui sont le contact direct avec la population ne peuvent pas mobiliser des financements? Comment est-ce que les présidents de région pourront alors mobiliser des financements? Est-ce qu'ils ont une autonomie plus grande et plus là? Il y a encore un travail à faire. Justement, et le travail à faire. L'arsenal juridique, par exemple, l'arsenal juridique encadrant la décentralisation est encore pour les initiés. Ça, il faut le souligner. Combien de maires au Cameroun comprennent que peuvent remonter l'historique de la décentralisation au Cameroun? Combien comprennent les dispositions les dispositions constitutionnelles de 96? Combien comprennent la loi de 2004? Combien de conseillers municipaux savent ce que c'est que la décentralisation? Et pour embrayer, il y a encore un travail à faire à ce niveau. Pour embrayer sur ce que dit Alphonse, d'où des institutions telles que le CEFAM. Et le CEFAM fait un travail formidable, mais juste que le CEFAM, en fait, ne peut pas contenir tout le personnel communal qui a besoin actuellement d'une formation vraiment accélérée et accrue aux enjeux de la décentralisation. Alors, s'il faut résumer, s'il faut répondre de manière claire, Denis, la décentralisation est un processus qui échappe encore terriblement à ses principaux acteurs, que sont les maires. Ce qui fait que pour justement donc pallier à cela, le dispositif normatif lui-même est encore à cadrer, si je peux m'exprimer ainsi, d'où l'afflux des textes de loi qui sont en train d'être examinés par nos chers législateurs. Donc les législateurs sont là en train de tâtonner légèrement sur ce que c'est que le processus de régionalisation au Cameroun, si nous écoutons bien. Mais nous allons embrayer rapidement sur ce que font les opposants. Voici, nous sommes en train d'entrer dans le processus de la décentralisation effective par la régionalisation, mais jusqu'ici nous n'entendons pas les opposants crier à une quelconque escroquerie ou alors dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils sont en train d'aller vers encore une espèce de consolidation effective du RDPC sur le terrain, sur la territorialisation de notre pays. Mais pendant ce temps, nous les voyons en train de balayer les rues, en train de ramasser les poubelles, en train de faire inscrire les gens sur les listes électorales. Comment est-ce que les opposants sont organisés aujourd'hui pour pouvoir contrer ce processus de la régionalisation? Nous allons commencer par M. Samson. Nous savons qu'il a milité avec le candidat à l'élection présidentielle Kavalibi. Et nous voulons savoir aussi quelle est la tactique de l'opposition à partir de ce moment
que nous avons décrié, cette faiblesse de l'opposition. Et qu'on vient déjà de regretter, déjà ici, le silence de l'opposition sur cette question. Et je me suis souvent posé la question personnellement de savoir si l'opposition camerounaise a même déjà une maturité, une culture, à assimiler la culture démocratique. Dans la plupart des cas, l'opposition n'est active qu'en veille des périodes électorales. Or, il y a un travail qui devrait d'abord être abattu à l'amont. Par exemple, prenons juste le cadre du code électoral. Quand les débats sont menés, où sont-ils? Ils sont juste champions dans la plupart des cas pour venir dire ce code électoral ne nous sied pas, il n'est pas juste, il n'est pas équitable. Mais où étiez-vous? Or, les organisations de la société civile, que ce soit les partis politiques d'opposition, que ce soit les ONG, les associations, doivent faire partie, doivent être présents lors de ces débats. Ils devraient être présents. C'est pendant ce moment précis qu'il y a aussi objection, qu'il faille les formuler, qu'il faille les soulever. Voilà, actuellement, nous sommes en train de débattre sur des questions de la décentralisation et tout. Très objectivement, d'ailleurs. Très objectivement. La décentralisation est un fait majeur au Cameroun parce que, prenons même déjà le contexte sécuritaire actuel au Cameroun avec les revendications et les contestations qui sont faites de part et d'autre avec nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'effectivité de la décentralisation est l'une des solutions capable de ramener la paix, la stabilité et la sérénité. D'où il fallait la conjugaison des efforts de tous les acteurs politiques de la société civile pour trouver un consensus sur le bon fonctionnement de la décentralisation aujourd'hui, demain et après-demain. Ce serait très facile de revenir après et accuser le RDPC. C'est le moment pourtant maintenant de formuler des propositions, d'initier des débats et d'essayer de recadrer les choses. Quel est le conseil qu'on peut donner à nos différents chefs de file de l'opposition afin que cela puisse se réveiller de ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Bon, c'est vrai qu'on va dire que l'opposition est muselée, mais au moins sur ces différentes plateformes de communication, sur ces différents médias qui leur permettent de parler, est-ce que les opposants prennent vraiment la mesure de ce qui est en train de se faire sur une nouvelle consolidation du RDPC, parti au pouvoir, en ce qui s'agit de la territorialisation et de la solidification de ce parti au niveau des communes, des entités infra-étatiques, au niveau des entités territoriales de base? Justement, Denis, ça me ramène à mon propos de départ, justement celui de la compréhension des enjeux relatifs à la décentralisation. À la suite, justement, de Alphonse, je voulais rappeler ceci. Au-delà même de la question sécuritaire, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect du développement économique des collectivités territoriales décentralisées. C'est-à-dire, lorsqu'il parlait par exemple de la coopération décentralisée, mais nous avons justement, au-delà des financements des projets de développement, mais les élus locaux pourront créer des emplois. C'est-à-dire, ces partenariats pour le développement-là, mais à quoi ça sert si ça ne crée pas des emplois? À quoi ça sert si ça ne crée pas des structures? Alors maintenant, pour revenir concrètement à la question qui m'est posée, à savoir la posture de l'opposition face à ce processus-là, moi je pense que ça relève juste d'une incompréhension des enjeux. Parce que lorsqu'on ne comprend pas le jeu, eh ben, on sera floué. On sera floué. Et voilà pourquoi beaucoup sont silencieux. Actuellement, nous avons affaire à une opposition pour laquelle j'ai beaucoup de respect parce que les libertés publiques connaissent des moments très complexe au Cameroun actuellement. C'est-à-dire, paradoxalement, il nous a été dit que ce mandat sera un mandat historique au niveau des avancées. Bon, ces avancées-là nous ramènent principalement des grandes opportunités. Et ces grandes opportunités-là nous ramènent primordialement à ce processus de décentralisation-là. Alors, est-ce que c'est ce courant défavorable que connaissent les libertés publiques actuellement qui pousse certains candidats ou leaders d'opinion publique issus de l'opposition à donner leur langue au chat, ou alors il s'agit purement et simplement d'une incompréhension des enjeux? Moi, je tendrais beaucoup plus à verser vers la deuxième option. Parce que face à ce branle-bas qui est en train d'être mis sur pied, moi, je salue principalement le candidat Cabral Libi, qui justement, on le voit sur les réseaux sociaux, a essayé de faire un mini-tour du Cameroun bien après cette fameuse
échéance charnière de la présidentielle. On peut peut-être interpréter dans ce tour de la cour, du terrain là, c'est-à-dire une anticipation justement sur les régionales, sur les législatives, mais encore faudrait-il être explicite au niveau des plateformes d'expression. C'est-à-dire, comment, déjà, qu'est-ce qu'ils pourraient faire concrètement? Expliquer aux citoyens lambda les véritables enjeux de cette décentralisation-là, se positionner dans l'imaginaire du citoyen comme justement des personnes capables de les accompagner dans cette transition institutionnelle-là. Mais, à la surprise générale, ils sont tous muets. Et cela devrait être le rôle des partis politiques avant les échéances électorales. Éduquer les peuples et communiquer la culture démocratique aux populations. Bien sûr. La décentralisation est simplement une technique administrative de transmission des compétences et des moyens de l'État vers des entités infra-étatiques. Au Cameroun, elle est en marche, notamment du point de vue institutionnel, mais n'oublions pas, il s'agit là d'une transmission des compétences et des moyens, mais n'oublions pas, il s'agit là d'une quête permanente. C'est M. Dominique de Fougerolles qui tient à faire cette précision. Donc ça veut dire, comme nous l'a souvent dit le président de la République, nous y allons progressivement. C'est aussi de la sagesse. On dit souvent aussi que les institutions seront mises en place progressivement. Donc le Cameroun est effectivement en construction, le Cameroun est en mutation, c'est un État qui est comme un être vivant qui est en pleine croissance. Nous n'allons pas décentraliser et tout sera parfait du jour au lendemain. Effectivement. Mais nous appelons ici les différents acteurs politiques de la société civile et notamment ceux-là qui sont les journalistes, les leaders d'opinion, de pouvoir venir alerter, de surtout pouvoir dire aux populations qui sont parfois un peu esselées, disons même hébétées, pour que celles-ci puissent comprendre effectivement ce qui est en train de se passer sur leur tête, et par, notamment ceux-là qui pensent, ou cette population-là qui pense qu'on est en train de les vendre moins cher. Est-ce que le président de la République, à travers le texte de loi qu'il est en train de mettre en place, est tout simplement en train de faire un jeu, une espèce de ruse par rapport à cette opposition quasi moribonde? Est-ce que le président de la République n'est pas encore là en train de faire ce qu'on appelle, il n'est pas encore en train de rouler tout le monde à la farine, comme on a tendance à dire? Bon, déjà pour ceux qui connaissent le président de la République, moi je pense que tout le monde sait, au-delà de ses déplacements politiques, au-delà de sa manière d'agir sur l'échiquier politique national comme international, tout le monde sait que c'est un grand stratège. Bon, et maintenant, une théorie des sciences politiques voudrait que les acteurs politiques qui sont au pouvoir utilisent les lois pour se maintenir. Bien sûr. Alors, ça ne serait pas l'apanage du chef de l'État pour qui nous avons beaucoup d'admiration par rapport justement à la mise en marche de ce processus de décentralisation. Ce ne serait pas son apanage d'utiliser cela pour consolider le pouvoir, soit de sa base politique, soit de son système. Mais nous sommes pas là en train de vivre une espèce lui qui est souvent légaliste, une espèce d'illégalité, je voulais le dire ainsi, du président de la République. Bon. Votre mot de fin pour la première partie. Ouais. Personnellement, je pense que le chef de l'État, chef de la République, est sérieux sur la question de la décentralisation. Quand on jette un coup d'œil furtif sur le contexte actuel, il y a de la pression. C'est une nécessité ultime de procéder à la mise effective de la décentralisation. Sinon, il y aura une multiplicité de foyers de tension qui vont s'élever à gauche et à droite. Pourquoi est-ce qu'on aboutit souvent dans la plupart des cas à la décentralisation? On commence toujours par la centralisation. Prenons juste le cas de l'Espagne, mais c'est avec les Catalans, la pression des Catalans et tout, qui réclament la sécession, leur indépendance et tout, que l'Espagne a dû procéder à la décentralisation. Dans le cas du Cameroun aujourd'hui, c'est vrai qu'on a observé une certaine lenteur dans la mise en effectivité de la décentralisation, mais plus jamais, aujourd'hui que jamais, c'est une nécessité impérieuse de mettre la décentralisation, de rendre la loi organisant la décentralisation au Cameroun effective. Ce sera salutaire. Rendre la loi effectivement... rendre la loi de la décentralisation sur le terrain palpable par les différentes populations est là le défi majeur que nos gouvernants sont supposés implémenter. La décentralisation, effectivement, est ce transfert de compétences-là qui part du centre vers des institutions périphériques qui sont créées
du jour au lendemain, mais qui sont parfois aussi étudiées, mais en perpétuelle mutation. La décentralisation au Cameroun est un fait, mais n'est pas encore un acquis. La décentralisation est pour les populations peut-être une solution, pas miracle, mais une solution pour que ces populations puissent désormais discuter et puissent désormais participer effectivement à leur processus de développement sur le plan territorial, sur le plan économique, culturel et même sanitaire. Une décentralisation qui permet donc aux différents élus de pouvoir contracter des financements venant de l'extérieur, de pouvoir faire des partenariats avec différentes institutions étrangères. La décentralisation, effectivement, va permettre aux communes, aux territoires de souffler un peu et de ne plus devoir attendre cette manne-là qui vient de l'État centralisé. La manne qui vient de l'État centralisé et cet État qui jouera désormais un rôle plus représentatif, un rôle symbolique, un rôle sur le plan des relations internationales qui va plutôt aller défendre les intérêts du Cameroun auprès des instances internationales, comme par exemple la Chine, les États-Unis et la Russie, qui sont des grandes puissances, et peut-être principalement la France, qui est l'ancienne puissance colonisatrice, dont le joug est en train d'être petit à petit effrité. Désormais, le Cameroun va aussi participer à cette grande messe qu'est le sommet Russie-Afrique. On avait le sommet France-Afrique, qui est devenu le sommet Afrique-France. Nous avons le sommet Chine-Afrique, qui est le sommet Afrique-Chine. Maintenant, nous avons le sommet Russie-Afrique, où le président de la République a été invité et il devra aller représenter et défendre les institutions de son pays. La deuxième partie de notre émission débat commentaire ce soir, c'est le sommet Russie-Afrique a été annoncé par l'ambassadeur résident de la Fédération de Russie au Cameroun. Il est venu pour rencontrer le président Paul Biya au Palais de l'Unité. Nous voulons bien savoir ce que le président Vladimir Poutine va dire aux différents chefs d'État africains. La nouvelle géopolitique mondiale est entrée pleinement dans une restructuration, une reconfiguration des différentes forces. La deuxième partie de Repensons l'Afrique ce soir, c'est avec un autre invité, M. Bilegui Nomo Jean-Paul, qui est aussi un analyste politique et qui est surtout un habitué du plateau de Canal 7 Harmonie. Nous allons d'abord dire bienvenue et bonsoir M. Bilegui Nomo Jean-Paul. Bonsoir Elundo, bonsoir mon cher copanéliste Chamzok, bonsoir à tous les téléregardeurs. Quand je parle de téléregardeurs, je pense à ceux-là qui était toujours là avec nous. Il s'appelle Walter Tato, à qui j'ai dit bonsoir, sûrement il est en train de nous regarder. Bien, après avoir dit ce chaleureux bonsoir à notre cher ami et frère Walter Tato, nous allons rentrer de plein pied dans le sujet. La Russie, désormais, est une puissance à ne plus négliger. Elle a pu démontrer, bander les muscles, comme on dit en relations internationales, face aux grands États tels que les États-Unis, principalement sur la question de la Syrie. La Russie ne veut plus laisser les autres, ne veut plus laisser l'OTAN se déployer sur la terre, ne veut plus laisser l'OTAN montrer sa puissance. On a pu constater cela en Syrie, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et aussi surtout au Venezuela, désormais avec ce bras de fer que l'on voit qui est en train d'être fait entre le président Maduro et son Guaido. rival, Juan Guaido.
est-ce que maintenant la Russie est en train de venir prouver son hégémonie sur l'Afrique? D'abord, nous allons venir avec M. Chamzok, qui lui fait des relations internationales. Il pourra nous dire quel est l'apport de la Russie en Afrique, concrètement. Je vais attaquer directement. La Russie a un grand apport en Afrique aujourd'hui. Grand vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, membre créateur de l'organisation membre créateur de l'ONU, de l'organisation des Nations Unies à San Francisco en 1945. On a vu dans les années 47 la Russie entrer dans une guerre qu'on a appelée dans l'histoire la guerre froide avec les États-Unis qui ont lancé le plan Marshall par le président Truman lors de son deuxième mandat. Mais la Russie n'a pas voulu accepter l'idéologie capitaliste et la démocratie. La Russie a pu développer sa propre idéologie et la Russie a créé un satellite avec un certain nombre de pays qui étaient sous son autorité. C'était à l'époque l'URSS. Bon, en 91 et tout, on a vu tout ce qui s'est passé et tout, l'effondrement de l'URSS qui a implosé. L'implosion, c'est l'explosion à partir de l'intérieur. Et puis, de 91 aux années 2000, la Russie s'est fermée sur elle-même avec de nouveaux leaders comme le président Poutine qui a pu consolider l'unité nationale, qui s'est battu pour redévelopper un arsenal militaire puissant, capable de pouvoir imposer sa donne sur la scène internationale. À partir des années 2000-2007, on a revu le retour de la Russie dans le monde et beaucoup plus aussi en Afrique. L'URSS, il faut déjà le dire ici, collaborait déjà avec les États africains. L'URSS collaborait avec les États de l'Afrique du Nord, la Libye, l'Égypte, l'Algérie. L'URSS collaborait déjà avec les pays de la SADC, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Zimbabwe et les autres. L'URSS collaborait aussi avec l'Afrique subsaharienne, je veux dire beaucoup plus l'Afrique noire, le Cameroun et les autres. Mais avec ce second retour de la Russie, il y a beaucoup à attendre de la Russie. Aujourd'hui, la Russie sur la scène internationale se positionne comme un anti-impérialiste. La Russie est là aujourd'hui pour dire non à l'impérialisme. La Russie est là aujourd'hui pour dire non à l'exploitation des faibles. La Russie est là aujourd'hui pour dire je suis prêt à aider techniquement les pays en voie de développement qui veulent émerger. La Russie est là aujourd'hui pour dire je suis prêt pour le transfert des technologies. La preuve, la Russie reçoit près de 8000 étudiants de l'Afrique subsaharienne pour être formés pour un renforcement des capacités afin que ceux-ci rentrent chez eux, impulser le développement en apportant la science et le feu de Dieu dans les nations respectives. Alors, du point de vue économique, la Russie aussi, comme toutes les puissances, a aussi besoin d'un certain nombre de matières premières. N'oublions pas que là, nous sommes purement en relations internationales. On ne peut pas seulement inscrire la collaboration entre la Russie et l'Afrique dans le cadre de l'amitié et de la lutte contre l'impérialisme. Mais quelque part, il y a aussi une recherche de marché beaucoup plus au niveau de l'armement, au niveau d'un certain nombre de produits, et aussi l'exploitation des matières premières, comme en Guinée avec la bauxite, autre et tout. Donc. Les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Le sommet Russie-Afrique avec les différents pays de la zone UEMOA, les différents pays de la zone CEMAC, comment est-ce que le président Paul Biya, par exemple, qui va en Russie aujourd'hui, avec toute la pression qu'il y a sur lui, notamment avec sa collaboration avec la Chine, notamment avec ses relations un peu tumultueuses avec la France, notamment ici aussi ses relations avec les États-Unis qui ne sont pas fondamentalement au beau fixe. Comment est-ce que le président de la République pourra aborder, même s'il n'y va pas personnellement, mais je crois qu'il y sera, comment est-ce que le président de la République pourra aborder le sommet Russie-Afrique? Merci de me poser cette question qui vaut vraiment son pesant d'or. Le président de la République, en allant au sommet Russie-Afrique, est aussi dans une stratégie, puisque là, nous sommes en relation internationale, il n'y a que des stratégies. Il n'y a pas d'amis, on recherche juste des intérêts. Alors, si le président de la République va au sommet Russie-Afrique, c'est parce que les Occidentaux ont montré leur défaillance en ce qui concerne leur présence en Afrique et particulièrement au Cameroun. On revoit aussi la montée en puissance de la Chine parce que le Cameroun est en train de voir qu'en dehors de l'Occident, il y a d'autres partenaires qui peuvent amener le Cameroun vers son horizon 2035. Alors, le président de la République, en allant au sommet
Russie-Afrique est aussi dans cette stratégie comme la Russie est dans sa stratégie. Parce que si la Russie vient en Afrique, ce n'est pas à partir de rien, ce n'est pas ex nihilo, c'est parce qu'il y a un intérêt. Vous venez de dire tout à l'heure qu'en relation internationale, il n'y a pas d'amis. On ne vient pas parce qu'on veut faire des dons. Oui, certes, il y a des dons, il y a la lutte anti-impérialiste, mais derrière ce don, il y a un contre-don. Alors, le contre-don, donc, c'est quoi? La Russie est en train de vouloir se repositionner en Afrique et même dans le monde. Alors, il faut comprendre que l'ex-Union soviétique, lorsqu'elle a perdu, à la fin de la guerre froide, a perdu beaucoup de son poids économique et même politique. Alors aujourd'hui, la Russie est obligée de se repositionner et de renforcer ses relations avec certains pays qui peuvent les relancer, notamment l'Afrique. Ok, disons que c'est vrai, le président Vladimir Poutine a dit la plus grande catastrophe géopolitique de l'histoire de l'humanité a été la déconstruction de l'URSS. Nous savons que l'URSS a été cet État puissant à la sortie de la moitié du XXe siècle, qui a fait peur à l'État mastodonte qu'on appelle les États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui l'URSS veut désormais aligner ceux qui étaient les non-alignés principalement dans les pays des États africains, monsieur Ochamzo? Oui. Il faut déjà comprendre que l'URSS, dans les années 60, avait déjà soutenu les États africains. Avant même les années 60, l'URSS a travaillé durement pour la décolonisation des États africains. C'est lorsqu'on voit par exemple la conférence qu'il y a eu en 1955 à Bandung, où les 3 A, l'Afrique, la Chine, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine, sont partis remettre en cause le droit international. Ils ont remis en cause l'ordre économique mondial. Ils ont appelé à une redéfinition d'un nouvel ordre économique mondial à cause d'une justice à 2 vitesses, à cause de la détérioration des thèmes de l'échange, beaucoup d'autres choses qui ne fonctionnaient pas en faveur des pays en voie de développement. La Russie, à cette période-là, aidait les Africains. Et aujourd'hui encore, la Russie revient pour apporter un grand soutien aux Africains, pour renouer cette amitié qui s'était déjà, dont la flamme s'était déjà éteinte. C'est un peu ça. Repositionne un peu la question encore. Je voulais savoir si désormais la Russie est là pour aligner ceux qui étaient à l'époque des non-alignés. Nous savons que le Cameroun exactement. Fait partie de Donc, ces États. Lors de cette conférence de Bandung en 1955 et tout, il y a eu, c'est là qu'est sorti le terme tiers-monde par Alfred Sauvy, tiers-monde. Et quand on parle des pays du tiers-monde, il s'agit des pays qui refusèrent d'appartenir soit au groupe communiste, soit au groupe capitaliste. Or, quelques années plus tard, 5 ans plus tard, dans les années 60, ces pays sont devenus des pays indépendants. Et l'Afrique, de 1960 à 1961-63, était la convoitise de toutes les puissances occidentales. Les États-Unis, qui, comme la Russie, avaient aidé les pays africains à devenir indépendants, voulaient aussi avoir une mainmise sur des pays africains. Ils voulaient des positionnements stratégiques, ils voulaient de nouveaux marchés. Donc, si la Russie revient aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, si vous permettez l'expression, c'est pour, redraguer, entre guillemets, ces anciens pays qui refusèrent autrefois d'appartenir. Il n'y avait que quelques pays courageux comme le pays de Patrice Lumumba qui validait le communisme et tout. Bon, mais aujourd'hui, tout le monde est prêt pour le capitalisme mercantiliste, la démocratie et tout. La Russie n'a pas trop de conditions à ce niveau. Le pays de Patrice Lumumba a effectivement été un pays vraiment non aligné. Ils ont choisi le bloc communiste. Nous allons aussi dire que le président Mobutu, le maréchal Mobutu, a aussi emboîté le pas à M. Lumumba. Il a dénoncé avec véhémence ce qu'on appelle le sous-développement et le tiers-monde. Il a parlé de sous-équipement et non pas du sous-développement. Nous allons venir maintenant à la position de certains chefs d'État africains qui peut-être voient la Russie comme étant une aubaine pour ceux-là qui veulent s'éterniser au pouvoir. Nous n'allons plus parler de ces chefs d'État qui veulent s'éterniser au pouvoir avec la sécurité globale. Désormais, les chefs d'État ne s'éternisent plus au pouvoir, mais quels sont les enjeux pour les États africains d'aller
se réfugier auprès de la Russie. Est-ce que l'Occident capitaliste représente-t-il vraiment un danger pour les pays africains comme le Cameroun, par exemple, M. Bilek? C'est comme je disais tantôt que l'Occident a échoué dans sa mission. L'Occident a échoué dans sa mission puisqu'elle était... Bon, elle a échoué parce que la vision politique des Occidentaux et même économique était tellement visible qu'elle était tellement intéressée. Il y avait... c'est que les Occidentaux prenaient à l'Afrique était plus grand que ce qu'ils donnaient à l'Afrique. Alors, les Africains aujourd'hui ont pris conscience, avec le conscientisme de Kwame Nkrumah, ils ont compris que il faut maintenant changer un peu de partenaire. Pourquoi ne pas aller avec la Chine? Pourquoi ne pas aller avec l'Inde? Pourquoi ne pas aller avec l'Indonésie? Et pourquoi pas la Russie? Alors, beaucoup ont compris cela. Ils ont compris qu'en allant avec la Russie, c'est tourner un peu le dos à l'Occident. Exactement. Pourquoi ne pas essayer? C'est pour ça qu'il dit que nous sommes dans une stratégie, nous sommes en relation internationale. Tout le monde est stratège, tout le monde cherche son intérêt. Alors si on a essayé avec les Occidentaux, politiquement ça n'a pas donné, économiquement ça n'a pas donné, au niveau de la défense ça n'a pas donné, au niveau sécuritaire ça n'a pas donné. Alors essayons un peu aussi avec l'autre pays, l'autre puissance qui est la Russie. Alors, on espère que là-bas, ça pourra donner. Mais il faut comprendre un truc. Là, nous sommes là dans une... Je vais m'inscrire un peu en faux avec mon cher frère Chamzo qui dit que la Russie ici un peu lutte contre l'anti-impérialisme. Mais que non, si on regarde dans le fond, ça c'est de l'impérialisme. Nous sommes là dans une autre guerre froide par personne interposée. Puisqu'on est en train de chercher... la Russie aujourd'hui a besoin des ressources naturelles de l'Afrique qui manquent à son industrie aujourd'hui. Vous avez parlé de la bauxite, vous avez parlé du manganèse. Alors, nous ne parlons même pas de l'uranium. Nous ne parlons pas de l'uranium et bien d'autres matières premières qui sont importantes pour la Russie et qui veut se positionner au niveau mondial. Alors, ne parlons pas du réveil qu'il y a des intérêts, il y a des choses que la Russie cherche. C'est que la Russie est toujours dans une lutte contre les États-Unis et l'Occident. C'est toujours la guerre froide qui est en... Vous allez suivre mon regard, regardez un peu ce qui se passe. Et depuis que la Russie a commencé à s'investir politiquement, militairement, économiquement en Afrique, les États-Unis et les Occidentaux ne sont pas contents. Mais la Russie... et l'Occident ne sont forcément pas contents. On sait par exemple que la Russie a dit ce qui s'est passé en Libye, plus jamais ça. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect impérialiste que les États occidentaux posent, ne voyons-nous pas là aussi, à travers cette guerre tacite qui est en train de se poser, une espèce de rééquilibrage des forces pour que les États africains aussi puissent profiter de cette nouvelle donne internationale-là? C'est pour ça que je disais à mon frère Jean-Paul que la Russie lutte contre l'impérialisme. En réalité, la Russie est consciente du fait que le capitalisme mercantiliste est en train de s'effondrer. À partir de 2008, avec les subprimes et tout, l'économie de l'Occident est en train de s'effondrer. Et aujourd'hui, les Occidentaux parcourent le monde entier, remuant tout à gauche, à droite et tout, mettant tout sens dessus pour essayer de rétablir l'ordre par le désordre. Et essayer de remettre leur économie sous perfusion et de pouvoir se relancer. Tout le monde le sait. Bon, mais seulement la Russie n'a pas pu, à l'époque, par exemple, soutenir son allié, le guide Muammar Kadhafi de la Libye. Mais la Russie a dit plus jamais ça. Après la Libye, on a eu le vent arabe, le printemps arabe, ainsi de suite, qui s'est soldé jusqu'au niveau de la Syrie. Mais au niveau de la Syrie, la Russie a pris position. Sans la Russie, je ne crois pas que Bachar al-Assad soit président jusqu'à aujourd'hui. Quand on dit que les États, les différents blocs, le bloc capitaliste et le bloc soviétique se partagent les États dans la mesure où on dirait que l'Occident a pris la Libye, l'Occident a repris l'Égypte. Désormais, nous sommes retournés là, M. Lundo. Après l'effondrement de l'URSS en 1991, on est passé de la bipolarisation du monde à l'unipolarisation, avec un seul hégémon que je nomme les États-Unis, qui se proclamait le gendarme du monde, qui faisait la pluie et le beau temps sur la scène internationale. Nous avons vu le cas de l'Irak, nous avons vu le cas de l'Afghanistan, un peu partout en Afrique, à gauche, à droite et tout, pour des intérêts géopolitiques. Bon, mais aujourd'hui, à cette époque-là, personne ne levait le droit de veto, ne mobilisait le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Personne n'est paralysé les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais après que la Russie ait consolidé son armée, ait développé un arsenal militaire hyper puissant, capable d'ouvrir une puissance de feu, de pouvoir, de pouvoir intimider les autres et d'imposer sa donne sur la scène internationale. Aujourd'hui, la Russie revient en maître et dit non, ce désordre ne doit plus avoir lieu. Il faut rétablir un certain équilibre sur la scène internationale. Et grâce à la Russie aujourd'hui, moi personnellement, et je suis de ceux qui pensent que nous sommes en train de retourner d'une manière timide vers la bipolarisation du monde. Nous sommes en train de retourner vers la bipolarisation du monde. Voyons juste le cas de la Centrafrique. Nous avons vu ce que les forces Sangaré ont fait en Centrafrique. Mais avec l'arrivée de la Russie en Centrafrique aujourd'hui, il y a de l'ordre qui est en train de revenir. Mais ça sera très difficile pour la Russie de s'installer, de s'implanter en Centrafrique, puisque la France, les Occidentaux, ont pris la majeure partie c'est comme un territoire conquis pour la France. Oui, c'est vrai. Surtout après 10 ans d'absence de la Russie, voilà, de 90 aux années 2000, c'est pas évident. Il sera donc très difficile pour la Russie de pouvoir s'implanter là où la France est déjà là depuis 10 ans. La France est aussi au Mali. On sait bien qu'au Mali, la France a une activité militaire et une activité industrielle très puissante, très poussée, et aussi au Niger. Bon, est-ce que les États africains qui vont participer au sommet Russie-Afrique pourront effectivement avoir des garanties ou alors avoir au moins des promesses de ce qu'il y aura une certaine évolution vis-à-vis de la situation de la politique internationale qui se pose? Est-ce que le chantage qui est permanent sur les États africains pourra évoluer au sortir d'un sommet Russie-Afrique? Ou alors, on va encore se retrouver dans une situation où on a un nouveau chef de file qui va venir pour imposer sa donne et aussi dire aux États africains, donner un nouveau dictat pour que ces États africains puissent coopérer de façon docile avec l'État russe? Ça va évoluer, ça va évoluer. Je suis, comment dire, c'est avec grand intérêt que je suis tout ce qui se rapporte à cette conférence russe-Afrique qui se tiendra à Sochi, la ville des stars des Russes, en octobre 2019. Je crois que ce sera... Ils vont parler, ils vont débattre, ils vont discuter sur les questions sécuritaires, ils vont discuter sur les questions économiques, sur les questions du développement et tout. À ce niveau, la Russie, par rapport aux anciens partenaires au développement traditionnel que nous connaissons, a un avantage. L'aide de la Russie n'est pas trop liée. On ne peut pas, l'aide de la Russie est un peu comme l'aide de la Chine. On a vu dans les années 90 où il y a eu un sommet France-Afrique, où on a sommé aux chefs d'État africains de l'aide contre la démocratie. Et de retour en Afrique, c'était le vent de la démocratisation, manu militari. On a tous vu le choc qu'il y a eu un peu partout dans les pays africains. Mais par contre, que ce soit les Russes comme les Chinois, ils ne sont pas regardants sur un certain nombre de choses. Ils traitent avec vous d'égal à égal. Nous vous construisons ceci, nous vous soutenons militairement. Si en contrepartie, vous nous donnez ceci, ils ne cherchent pas trop à, comment dire, à s'imposer dans votre manière de gouverner. Ils ne cherchent pas trop à vous donner une orientation. Ça, c'est quand même un grand avantage qu'on gagne avec la Russie. C'est pas une façon de flatter les États africains pour que ceux-ci abandonnent peut-être les uns pour profit des autres? J'aime ce qu'il vient de dire là, parce que la différence qui se situe entre les deux politiques internationales, quand il parle de deux politiques internationales, suivez mon regard, on voit déjà la bipolarisation qui est en train de s'installer de manière frauduleuse. Alors, la politique occidentale était celle de venir diviser pour mieux régner. Alors, il fallait toucher politiquement les chefs d'État africains pour mieux exploiter leur territoire. Mais maintenant, la Russie va venir, elle ne va pas parler trop d'affaires politiques avec l'Afrique. Elle sera là pour des questions sécuritaires d'abord, parce qu'il faut comprendre que l'Algérie, l'Égypte sont les principaux clients de la Russie en ce qui concerne l'armement. L'armement, oui. Dans le continent africain. Alors, s'ils partent, c'est pour des questions sécuritaires, parce qu'en Afrique, on voit toujours avec les sécessionnistes, Boko Haram, les terroristes. Alors, ils vont parler d'abord de l'affaire sécuritaire, mais en plus, ils vont également parler de l'affaire économique. Pourquoi l'économie? Parce que, je vous ai dit que la Russie est en train de vouloir se repositionner au niveau mondial. Normal. Alors, ils sont dans une stratégie dans laquelle ils savent qu'en Afrique, ils
peuvent exploiter des ressources qu'ils ne peuvent pas exploiter ailleurs. Parce que la Russie ne peut pas aller exploiter les ressources minières en Sibérie ou en Arctique, jamais, parce que là-bas c'est compliqué. Alors, en Afrique c'est facile. C'est facile. Alors, la Russie gagnerait donc à avoir des relations commerciales et économiques avec les pays africains riches en sous-sol pour pouvoir mieux décoller économiquement au niveau mondial. Donc, si nous comprenons bien, il s'agit là essentiellement d'une question du redéploiement de la Russie sur l'échiquier international, principalement sur le gâteau africain. Un repositionnement de la bipolarisation du monde, principalement sur ce qu'est l'intérêt mondial que représente l'Afrique. Et désormais, on constate par exemple que le Cameroun a diversifié les partenariats. Quelle sera la part de la Russie? Si quelqu'un peut avoir une idée, quelle est la part de la Russie au niveau du Cameroun? Parce qu'on ne perçoit pas encore effectivement la Russie. Sur le plan intérieur au Cameroun, on perçoit la France, on voit beaucoup de Chinois, on perçoit même les États-Unis à travers les petites ONG. Les Italiens. Les Italiens sont là, nous avons même les Espagnols, mais on ne perçoit vraiment pas la Russie. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré beaucoup de Russes dans la rue, mais comment ce redéploiement pourra se ressentir au Cameroun principalement? Au Cameroun, avec le contexte actuel, la Russie aura un grand rôle à jouer au niveau sécuritaire. La Russie a des grandes firmes multinationales qui vendent les armes. On a besoin des armes. Avec Boko Haram, avec les sécessionnistes, autres et tout, on a besoin d'armes de pointe. On a besoin d'armes lourdes capables de repousser le danger hors des territoires, hors des frontières du Cameroun. Ça, on a besoin de la Russie. Deux, du point de vue technique, on a aussi besoin de la Russie. On a besoin des techniciens au Cameroun. La Russie, dans ses universités, lorsque vous voyez les bourses que la Russie octroie aux pays africains, ce sont dans les domaines pointus comme la chimie, la technologie, l'aéronautique, ainsi. Nous, on a trop fabriqué des juristes au Cameroun, des politologues qui passent le temps à débattre à longueur de journée. Pour que le Cameroun devienne un pays émergent, on a besoin des ingénieurs. Il faut augmenter le nombre d'ingénieurs au Cameroun. Des gars qui pourront transformer des éléments naturels que nous avons en quelque chose de manufacturé, en quelque chose de concret. C'est uniquement dans cette voie que nous atteindrons le développement en 2035. Nous atteindrons le développement en 2035 peut-être avec la Russie, mais nous savons bien que nous avons vu un rapprochement d'un chef d'État africain, principalement Laurent Gbagbo, lorsqu'il est parti acheter des armes en Russie, il s'est fait taper sur les doigts. Est-ce que nous ne risquons pas aussi de nous faire taper sur les doigts lorsque nous allons avoir une collaboration trop proche de la Russie, un peu trop d'intimité avec la Russie? Ne va-t-il pas créer de la jalousie vis-à-vis de notre mère patrie qu'est la France? C'est incontournable. Étant donné que le Cameroun, nous sommes souverains. Le Cameroun est souverain et utilise des relations commerciales, économiques et politiques avec qui veut. Alors, il n'y a aucune nation qui peut dicter au Cameroun de faire telle chose. Le Cameroun reste un pays. C'est là où j'aime notre président de la République parce que dans ce sens-là, parce que là, il ne blague pas avec ces gens-là. Il est capable de vous tourner le dos à l'instant. Il signe avec vous aujourd'hui, demain, il vous tourne le dos parce que vous n'avez pas apporté le rendement qu'il fallait. Alors, le Cameroun étant un pays souverain, la France ne peut pas obliger les Camerounais à ne pas aller signer des relations avec le Cameroun. Nous ne sommes plus dans une politique de colonisation, mais nous sommes plus sous mandat ou sous tutelle. La France, nous sommes un pays indépendant et souverain. Alors, le président de la République peut établir des relations avec n'importe quel pays. Voilà, en dehors de la Russie, il y a la Chine, il y a l'Indonésie, avec le mouvement BRICS, le Brésil, les nouvelles puissances qui sont en train de monter et qui peuvent apporter un plus surtout. Vous avez parlé tout à l'heure de la technologie. On a besoin de la technologie. Il y a un ami qui n'a pas du tout technologie. On a besoin de ce tout technologie-là. Éliminer la paperasse que nous voyons partout dans nos administrations aujourd'hui où pour chercher un dossier, il faut passer de midi à 18h pour trouver un dossier. Alors, si tout était numérisé avec la haute technologie, pourquoi pas atteindre cet horizon 2035? L'horizon 2035 est certain pour tous les Camerounais, mais c'est un horizon qui devra se faire principalement avec une diversification des relations internationales entre les différents États africains et aussi ces grandes puissances-là qui tendent à rallier leur hégémonie sur les petits États que nous représentons.
Un chef d'État d'antan a dit que nous, les pays du tiers-monde, ne sont pas des pays pauvres, mais sont des pays sous-équipés. Est-ce que les différentes relations avec les États des puissances impérialistes pourront être effectivement ce rattrapage en matière d'équipement là? La question demeure posée et reste à la réflexion aussi de nos chers téléspectateurs. Repensons l'Afrique ce soir a été une émission qui certainement vous aura édifié sur les questions de relations internationales, principalement sur ce qui pose le problème des grandes conférences à l'international, à l'échelle mondiale, en ce qui s'agit de l'Afrique et de la Russie. Nous avons aussi parlé du processus de la décentralisation au Cameroun, notamment avec la régionalisation. Nous savons bien que les différentes institutions qui sont mises en place dans nos États sont là pour servir l'intérêt général, l'intérêt des populations, éventuellement l'intérêt de la nation. La chose publique est la chose de tous et chacun a le droit d'y participer. C'est pour ça que tous les mercredis, nous allons ici venir réinterroger les questions d'actualité, les questions de politique interne et les questions de politique internationale dans Repensons l'Afrique. Repensons l'Afrique, c'est votre émission, notre émission d'analyse, de débat, de commentaires qui est présentée tous les mercredis à partir de 19h45 sur Canal 7 Amoué. La rediffusion, c'est jeudi matin et aussi samedi à partir de midi. Repensons l'Afrique, c'était ce soir avec nos chers invités. Nous vous disons bonsoir et surtout bonne nuit.